routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver à ce matin à Gare routière de l'information avec mes confrères Elon Mathis Ogbe et Gérard Ouessan. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de football avec les éperviers du Togo. Oui, c'est fini déjà pour l'équipe nationale du Togo qui va manquer pour la 4e fois consécutive la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer dans un an. Il faut le dire, puisque ça va se dérouler en décembre 2025. On reviendra sur le sujet avec une simple question. Redorer le blason du football togolais, quelle sera la clé aujourd'hui ? Et puis après, on pourra aussi placer un mot sur l'industrie du sport et la jeunesse, le choix de la jeunesse. La question sera posée, bien entendu. On va revenir sur la vie chère et la mévente dans les marchés. Il semble que les commerçants aujourd'hui, clairement, tournent le pouce à longueur de journée. Alors, que se passe-t-il finalement dans notre pays ? Eh bien, on reviendra là-dessus. Bienvenue sur la radio. FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes avec mes confrères en studio. Bonjour Gérard Ouessan, comment allez-vous ? Oh, je vais bien. Bonjour Eric. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Tout va bien ? Tout va bien. Merci d'être là. Un peu fatigué, mais ça va. Ouais, si. Avec la maladie de la saison, la toux, le rhume et tout ça, on est tous emballés dans le bateau là. Hein? Vous savez, moi, je vous dis un petit secret. Allons-y. Je n'ai jamais le rhume. La première fois où je l'ai eu, j'étais en 3e, j'étais content, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire ? Eh ben, d'être comme tout le monde, quoi. J'étais heureux, on était tous jeudi même. C'est quoi ce mec ? Ben, j'ai jamais eu le rhume. Oh là là, j'ai comme... Tu es normal. Et jusqu'à présent, c'est ça. Hein? Ah ouais? Le rhume, non. Ouais, si. Ouais. Ah ben, c'est bizarre. On va vous le souhaiter? Ben non. Pour qu'il soit heureux à nouveau. Vous voulez pas être heureux à nouveau, d'être normal. Non, j'ai déjà eu la confirmation que j'étais un homme normal, ça me va. Bonjour Elon Mathis Ogbe. Bonjour Gérard et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. On va d'abord parler des éperviers du Togo. C'est vrai que c'est un sujet qui a occupé l'opinion toute la semaine dernière, surtout que le Togo avait 2 matchs devant lui en ce moment-là et a l'obligation de gagner les 2 matchs si franchement on veut se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était raté, mais créé lorsqu'on était à Morovia face au Libéria, on devrait gagner. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit et du coup le Togo est déjà sorti et hier au stade de Kégué, bon, il va falloir quand même sortir de façon honorable. Les éperviers ont fait le boulot 3-0, mais qu'ils ne fassent pas tout. La campagne a été catastrophique. Oui, un bilan nul, il faut le dire, un bilan catastrophique sur toute la ligne. On avait combien ? On avait 3 x 3, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Oui, ça vous 6 fait matchs. 6 x 3, ça vous fait 18 points. Donc sur 18 points, on n'a accroché que 5. Oui. Donc le bilan est catastrophique, il faut le dire. Pendant que dans cette poule-là, on pouvait quand même battre facilement le Libéria, la Guinée équatoriale, qui, ma foi, est une équipe qui a beaucoup évolué dans le jeu, mais qui était à portée du Togo. La preuve,
on l'a battu à domicile, en sachant que la Guinée équatoriale se disait qu'elle est déjà qualifiée, donc on va pas trop mouiller le maillot. Il faut faire honneur aussi au pays, parce que c'est la première victoire en 6 matchs, il faut le dire. Ça fait rire, mais c'est comme si on cherchait la victoire comme une aiguille dans une boîte de foin. Mais maintenant, il faut que le sélectionneur puisse aussi tirer son propre bilan, parce que 6 matchs, on n'a jamais réussi à avoir une équipe type. On était toujours dans l'expérimentation, on sort celui-ci, on met celui-là, on essaie de voir s'il y a des automatismes et tout. La dernière fois, vous avez vu, on a encore sorti Fodo là-bas, qui était capitaine contre le Libéria. Il n'était même plus sur la feuille de match, on n'a pas d'explication. Il y a des choses bizarres qui se passent dans cette équipe. Moi, je veux pas revenir sur ça. Mais de toutes les manières, c'est la victoire, ça fait chaud au cœur. C'est vrai quand même que on a débloqué le stade de Kégué. Bon, pour l'une des rares fois, parce que la dernière rencontre, la dernière victoire remonte à 2023. C'était aussi 3-0 contre, je crois, le Cap-Vert. Donc aujourd'hui, et en ce moment aussi, il n'y avait pas d'enjeu. Et comme hier, il n'y a pas d'enjeu. Donc il faut que le sélectionneur puisse tirer son propre bilan de cette campagne, et aussi la Fédération togolaise de football puisse tirer aussi son bilan, parce qu'on a eu plein de ratés, plein de joueurs qu'on essayait, etc. C'est vrai que ce n'est pas la faute à Daré, il faut le dire, d'avoir hérité d'un groupe comme ça, et de vouloir essayer tout le monde petit à petit pour voir ce que ça donne. Mais ma foi, mettre un capitaine contre le Libéria, 3 jours après ne plus le retrouver sur la feuille de match sans explication, moi c'est des choses qui sortent de la compréhension humaine. Et bon, maintenant, parce que moi je sais que par exemple, si le capitaine des Éperviers c'est Jim Dakona, le vice-capitaine c'est Alexis Romao, mais contre le Libéria, Alexis Romao était sur le terrain, mais on a aligné un certain Fodo là-bas avec le brassard, Fodo là-bas qui ma foi avait des prestations en dents de scie depuis un moment, et contre la Guinée équatoriale, Fodo là-bas n'est même pas sur la feuille de match. Et bon, on ne nous dit rien, il n'est pas là, c'est tout. Et maintenant, après, il faut que au niveau de l'équipe nationale, on arrête de jouer sur la superstition. Il faut qu'on joue naturellement, qu'on se prépare, qu'on joue en réalité. On compte trop sur les histoires de il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut voir celui-ci, il faut voir celui-là, il faut tuer tant, il faut tuer ceci. Mais écoutez, les gars, jouez quoi. Vous comprenez? Jouez, c'est-à-dire priez, jouez. Il n'y a pas de problème. Préparez-vous et jouez. Mais là, on est tous tout le temps dans la superstition. Oui, bon, tantôt on porte du jaune, tantôt on porte du blanc, tantôt on porte du jaune, tantôt on porte du vert. Mais moi, je connais le Togo a 2 couleurs. L'équipe nationale, si c'est pas le tout jaune, c'est le vert. Depuis longtemps. Mais à la surprise générale, la dernière fois, on a vu tout blanc d'abord, après le jaune. Ensuite, on a vu jaune en haut, vert en bas, jaune, bas, jaune. Ensuite, on a vu blanc, haut et pilote blanc. Ce sont des détails. Oui, mais ça compte. Détails aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'hier, on a joué en quoi? En jaune, vert, jaune. C'est ça, jaune, vert, jaune. Vous allez voir que le prochain match des Éperviers en mars, on va jouer en jaune, vert, jaune. Parce que c'est ce qui nous a fait gagner. En fait, c'est des détails, mais il faut que les gens se disent à un moment donné qu'il faut sortir de la superstition. Mais si on doit jouer comme ça, l'Inde serait loin. L'Inde aurait des étoiles pas possibles sur son maillot. Le Bénin, il y a des nations, vous comprenez. Mais il faut arrêter cette superstition et compter sur des joueurs. Il faut qu'ils se préparent, il faut qu'ils soient dans les bonnes conditions physiques, et il faut qu'on nous aligne des joueurs en forme. Il faut pas qu'on fasse du colmatage, on mette des gens un peu partout, on dit oui, celui-ci on va l'essayer, voir celui-là. Vous voyez, quelqu'un qui n'a jamais été aligné, c'est lui qui est aligné hier, il met 2 buts. Oui, parce qu'il vient d'arriver de toute façon. Ah ben voilà. Et que l'attaque est en panne. On l'a encore vu hier, où des joueurs qui ne mettaient pas le ballon au fond défiler. Heureusement qu'on avait un certain Yao Anour qui nous a sauvé un petit peu. Mais la grande question aujourd'hui, maintenant qu'on a tout fait, on a joué 6 matchs, on a perdu 3 fois, on a gagné 1 seule fois et puis 2 matchs nuls, il va falloir s'asseoir, réfléchir et trouver les solutions pour pouvoir avancer, n'est-ce pas, Gérard Ouissan? Ben, si vous trouvez que c'est maintenant qu'il faut s'asseoir pour parler, tout à fait, il va falloir s'asseoir un jour. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Mais moi, je pense qu'il fallait s'asseoir au moment où on avait un nouveau sélectionneur. Ça, réellement, on a raté le coach. Mais il n'y avait pas eu le temps. Il n'y avait pas le temps. Entre 2 matchs, on peut le faire. Hein. Moi, je crois que dans un pays où il y a quand on sait vivre ensemble, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour se dire, mais écoutez, rassemblons-nous, on va voir ce qu'on peut faire pour relever ce défi-là. Et on ne l'a jamais fait. Mais on n'a pas de temps, mais on a du temps pour les conflits. Les petits conflits dans le couloir, ça ne manque jamais.
En tout cas, pour les maillots, tout ce dont l'homme a parlé, bon, moi je me demande si on peut reprocher à l'équipe togolaise de faire un peu de défilé de mode. Joindre l'utile à l'agréable, ça fait un peu... ça fait un peu mode. Et je sais pas dans quel état d'esprit Ousmane Bodé peut être actuellement, hein, parce que c'est son mythe qui est brisé. Si on a pu gagner une fois, ça veut dire qu'on peut toujours gagner. Et donc, bon, moi, pour moi, c'est une logique. C'est une logique que le Togo ne gagne pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas une bonne équipe. Non. On ne va pas se voiler la face. Cela va de soi, pour vous, qu'on soit éliminé. C'est-à-dire que quand je vois le Bénin investir beaucoup d'argent pour le football, et pour construire des stades, pour financer les joueurs et tout. Pourquoi tout le monde dit ça? Non, mais parce que c'est une réalité. Il y a beaucoup d'argent également que l'État quand même sort chaque jour, que les EPV en match. Hein. Non, moi je fais une analyse comparative. En fait. C'est-à-dire que si moi je dépense, je sais pas, 100 francs, 10 000 francs par mois pour mon journal, et un autre qui a des moins de 100 millions de francs pour son journal, c'est normal qu'il me surclasse, qu'il me dépasse, parce qu'il a beaucoup plus de moyens, des moyens humains, des moyens techniques, informationnels, tout. Donc il n'y a pas de... Pourquoi nous ne faisons pas comme le Bénin? Est-ce que le Bénin doit obligatoirement être plus riche que nous? Je pense que la richesse, ça se crée. On trouve les moyens. Il faut créer la richesse, il faut trouver les moyens de financer notre football. Et vous convenez avec moi que les efforts du Bénin sont en train de payer quand même. Au Togo, aller dans un quartier. Moi, actuellement, j'ai 2 ballons à la maison. Un pégo et un football. Vous voyez? Je les ai trouvés où? Je les ai confisqués aux enfants. Parce que directement, sous ma chambre, là où moi je dors, c'est là qu'ils viennent jouer, dans la rue. Et ça fait du bruit. Il y a 2 ans, sûrement qu'ils m'écoutent à la maison, les parents m'écoutent à la maison. Vous contribuez à retarder le football. Non, il y a 2 ans, j'ai sorti plus de 40 000 francs pour leur faire les petits poteaux en acier avec filet, ballon, tout. Mais aujourd'hui, c'est que j'en ai marre. On peut pas, je dois dormir. Je les ai avertis plusieurs fois, mais comme ils ne voulaient pas, parce que les enfants, ils ont le truc dans la jambe, ils veulent jouer. Il faut que moi aussi je vive. Mais entre ma vie, voilà quoi. Il va falloir choisir. Et donc actuellement, je peux vous les montrer, 2 ballons à la maison que j'ai confisqués, mais ça me fait mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout le quartier de Kégué, il n'y a pratiquement pas de terrain, à part le terrain de Nazoud, qui est constamment occupé. Il y a une école là-bas où les enfants viennent faire du sport. Donc il n'y a pas d'aire de jeu. On ne va pas parler de terrain réellement aménagé. Il n'y a rien n'est prévu ni par les communes, ni par l'État. Mais tout le temps, on crie que le gouvernement met des moyens, le gouvernement fait ceci, le gouvernement fait cela. Arrêtons de tromper le gouvernement. Arrêtons de mentir à notre gouvernement. Ça ne sert à rien. Il faut voir les choses en face. Qu'est-ce que nous faisons de bien et qu'est-ce que nous ne faisons pas de bien? Ce que nous ne faisons pas de bien, c'est que nous n'investissons pas dans le football. Ça, c'est une évidence. Et personne ne peut le nier. Les chiffres sont là. On voit tout, quoi. Et deuxième chose, ça va vous paraître un peu bizarre. Moi je dis, un peuple qui est habitué à la peur ne peut pas jouer. Tout ce qui est art, l'art n'est pas compatible avec la peur. Moi, je travaille avec des dessinateurs, je dessine moi-même, mais dès qu'il y a la peur, vous voyez, vous n'arrivez plus à dessiner. Un comédien comme Badamasi Gogoligo, Tanga, je ne sais pas plus qui, mais quand il est animé par la peur, il monte sur scène, mais il ne peut pas faire rire le public. Le chanteur, c'est pareil. Le track. Un acteur de cinéma, c'est pareil. Un footballeur, c'est pareil. Vous voyez comment Chéhi se comporte. Hein? Il danse, il se fout de tout le monde. C'est pour ça que lui, il a pu avancer un peu. Mais des gens qui sont crispés, comment vous voulez qu'arriver sur le terrain de foot, ils commencent à faire des prouesses, à développer des tactiques. Vous voyez un peu l'indiscipline de Maradona? Oui. Regardez un peu tous ces gens-là. Oui. C'est des gens indisciplinés. D'abord, et c'est ça qui fait leur talent. Alors lui, il y a Romario aussi. Mais tous, Ronaldinho, tous ces gens, c'est des gens qui savent s'éclater. Regardez Messi, c'est comédien, Ronaldo, tous ces gens-là, même Pelé. Pelé, c'est comédien. Regardez un boxeur comme, comment on l'appelle, Mohamed Ali. Oui. Regardez tous ces comédiens, la grande gueule. Je vais te battre, I am the best, I'm the ceci. Ben, voilà, c'est ça. Mais le Togolais, on nous dit, restez droit dans vos bottes, obéissez. Soyez tranquille, voilà. Donc on a à choisir. Si par exemple on avait à créer des églises, moi je pense que si le football était la religion, nous serions les premiers.
Parce que là, il faut adorer, il faut être alléluia, amen. Voilà, ça peut marcher. Mais si on veut vraiment que le Togolais excelle dans l'art et dans le sport et tout, je crois quand même qu'il va falloir cesser de faire peur aux gens en sortant des lois par-ci, des lois par-là, des arrestations. Je ne politise rien, hein, mais je crois qu'actuellement, ou bien depuis un temps, le peuple est habité par une certaine forme de peur. Et c'est fait par qui? Par certains acteurs de la politique, pas forcément les chefs de l'État ou quoi. Mais c'est devenu la mode. Moi, je le dis, pas pour condamner qui que ce soit, mais c'est peut-être pour attirer l'attention des gens sur le fait que, cette façon de vouloir gérer facilement un peuple en lui faisant peur, ça peut aussi créer de grands dommages. Parce que le peuple n'a plus de créativité, n'est plus libre, et donc c'est ça que je voulais dire. Alors, aujourd'hui, tel que la situation se présente, je voulais qu'on revienne un petit peu sur l'industrie du sport, qui est une grosse industrie aujourd'hui. Quand on va en Occident et qu'on sort, on ne blague pas avec ça. On sort des milliards par jour, justement parce qu'on en attend d'autres derrière. Mais notre situation aujourd'hui, quand on veut parler du foot, il n'y a pas que les éperviers, parce que souvent on fait une confusion terrible, et quand on parle du foot qui n'avance pas, on parle que des éperviers. C'est vrai que c'est la vitrine aujourd'hui, mais comment aujourd'hui redorer le blason de notre football et l'homme? Quelle sera la clé à votre avis? Bon, je crois qu'il faut... Vous savez, aujourd'hui c'est le championnat. Il faut d'abord disposer d'un bon championnat. Vous savez, le Bénin aujourd'hui... Les joueurs sont à la maison depuis 5 mois. Oui, mais quand vous regardez par exemple, chez nous au Togo, on n'a pas expérimenté... au Bénin, on expérimente la VAR par exemple, au championnat. Oui. Mais chez nous, il faut d'abord avoir des terrains avant d'expérimenter la VAR. Nous, on est encore à l'étape d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on cherche le terrain sur lequel il faut jouer. D'accord? Quand vous prenez une zone comme la région des Savanes, il n'y a pas de stade. Oui. Vous jouez sur de la latérite. Les clubs se sont rébellés il y a un temps. Voilà. Alors que le Bénin à côté expérimente déjà la VAR. Donc si le Bénin expérimente la VAR, ça voudra dire qu'on a quitté l'étape des infrastructures. On est en train d'aller vers l'étape de la technologie. Ça fait un. Deuxième chose. Bon, le Bénin dont vous parlez tout le temps, leur stade n'est même pas homologué. Ils sont en train de jouer ailleurs. Nous, au moins, on joue chez nous. Ça veut dire que nous avons un terrain au moins homologué. À un moment donné, le Togo, s'il n'avait pas un stade homologué, on jouait aussi ailleurs. Donc, en fait, chaque nation a des défis. Actuellement, c'est le cas. Quand on jouait aussi ailleurs, le Bénin jouait chez lui. Donc, vous savez, la CAF a ses normes, ses exigences. À chaque campagne, si le stade n'est pas conforme, on vous dit que, refaites les travaux, on revient après. Donc, c'est ce qui se passe avec le Bénin. C'est juste un pic que je vous ai lancé, allez-y. Oui, de toute façon, le Togo était aussi dans le lot. Chez nous, les aires de jeu ne sont même pas prévues pour être aménagées. C'est ça le problème. Lotissement, on ne prévoit pas d'aires de jeu. Moi, je comprends l'homme dans ce sens. Oui, et puis c'est le seul stade qu'on a. Il y a de l'espace qui sont occupés illégalement. Effectivement. Les réserves administratives, ça c'est notre débat, on pourra le mener plus tard. Maintenant, après le championnat, il faut qu'on dispose d'une équipe complète. On a les Fanions, on a l'équipe Fanion. On doit avoir les juniors, on doit avoir les cadets, voilà, jusque-là, nous, c'est quand on a un truc en vue, qu'on vient chercher les gens. Appelez-moi tel. Mais c'est pas normal, ça. On n'a pas une équipe complète, structurée, où on dit, voilà l'équipe senior, voilà l'équipe junior, voilà l'équipe cadette, voilà les minimes. Et puis après, on dit que ça, c'est l'équipe nationale, vous comprenez? Oui. Et puis, ça se rejaillit dans tous les sports. Ça y est, vous prenez aujourd'hui tous les sports, vous n'avez pas une équipe complète. Vous avez juste les seniors, mais vous n'avez pas le reste. Moi, je suis secrétaire général d'une fédération sportive. Moi, je peux vous garantir qu'on a eu ce même problème. Parce que vous avez les seniors, vous n'avez pas les juniors. Ou soit vous avez les juniors, mais qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas de naissance, qui n'ont pas de nationalité. Et donc, le problème du sport togolais, ce n'est pas qu'un problème qui dépend justement d'une seule entité, mais il faut que chacun puisse véritablement rester professionnel. C'est pourquoi je dis, au niveau de la FTF, on doit tirer le bilan de cette campagne, et puis à un moment donné, il faut dire, merci, on vous a servi, c'est bon. Parce qu'il faut partir à un moment donné. Moi, par exemple... Vous réclamez le départ des gens? Mais c'est pas moi qui réclame. Je dis, mais quel est le bilan, Eric? À un moment donné, il faut qu'on s'en... Moi, par exemple, ça c'est moi. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas travailler depuis des années, ne pas avoir de bilan, restez là. Et vous foutez quoi? Vous êtes content vous-même, comme ça? C'est-à-dire, vous n'avez pas de bilan, vous êtes là, et puis ça va quoi? Allons-y. Il n'y a pas de bilan, rien. Mais écoute, 4 cannes consécutives à 24 nations. Pas qualifiées. On était à 16 nations, le Togo se qualifie au moins une fois sur 2. On est à 24, 4 cannes. Le Togo n'est pas là. Et on veut nous donner quel bilan? Non, dites-nous la vérité. Il y a quel bilan à tirer dans ça? Aucun bilan. Que demande le peuple?
sinon de voir qualifier son pays pour une Coupe d'Afrique des Nations. On a raté toutes les opportunités. Même Abidjan côté, on a raté. Maintenant, on dit Maroc, on rate encore. On va attendre quoi? On va attendre quelle qualification? Il faut qu'on me dise. Après, vous savez, il faut que chacun puisse s'asseoir pour se regarder droit dans les yeux, se dire que, écoute, je fais pas l'affaire moi-même. C'est pas que je suis pas compétent, mais je fais pas l'affaire. Il faut le dire. Et donc, si vous ne faites pas l'affaire, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Et puis bon, passez la main à quelqu'un d'autre à un moment donné. Parce que là, justement... c'est important aujourd'hui. Ça va être peut-être le déclic pour qu'on revoie tout. Oui, mais on a vu des gens qui étaient des personnes à crise, à problème à la Fédération tournois de football, mais qui nous faisaient gagner. Écoute, on a vu des gens qui étaient présidents de la FTA qui ne saluaient pas d'autres personnes, qui ne disaient pas bonjour à d'autres membres du bureau, mais écoute, quand le Togo a match, on gagne. C'est le plus important. Mais on parlait des problèmes de la FTF, on parlait des crises, mais quand il y a un match, on gagne. Vous comprenez ça? C'est-à-dire... oui, c'est ça, quoi. Aujourd'hui, parce que l'essentiel, c'est de gagner. L'essentiel, c'est aujourd'hui que tout est calme, on ne gagne même pas. On ne gagne pas. Comment vous comprenez ça? Tout est calme. Tout. On n'a aucun problème. Le seul problème qu'on a, c'est le championnat. C'est le seul. Le secrétaire général travaille correctement. Le bureau exécutif est homogène. Le comité exécutif, j'allais dire, est homogène. Tout va bien, on a un sélectionneur. On a deux adjoints. On a un nouveau DTN. On a tout. On a un nouveau bâtiment à la Fédération de football. Et voilà, on a la subvention. Vous faites allusion très souvent à ce bâtiment-là. Oui, mais c'est un projet de la FIFA. Oui, voilà. Financé par la FIFA. Effectivement. Et puis après, on n'a pas les résultats. On n'a pas les résultats, alors que c'est le résultat. Regardez l'engouement autour du recrutement de Nibombé Daré comme sélectionneur national. Regardez le premier match des Éperviers à domicile. Vous avez vu la foule? Oui, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, si vous êtes à la tête d'une fédération, vous regardez tout ça. Deuxième match, même chose. Troisième match, même chose. Quatrième match, 4 cannes. À un moment donné, vous dites il faut que je puisse savoir partir avant que les choses ne me quittent. Et les choses ont carrément quitté le bureau de la FTF. Il y a un auditeur, par exemple, qui nous dit le président de la Fédération togolaise de football doit démissionner car depuis qu'il est là, à la tête de la fédération, le football du Togo est dans le rouge. S'il vous plaît, laissez la place à une autre personne, dit cet auditeur. Alors ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient aussi placer un mot par rapport à ce sujet et les autres qui viendront, vous pouvez nous envoyer vos messages par SMS ou par message WhatsApp pour le mois sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit le football togolais est à l'image du pays. Il faut une refondation totale dans tous les domaines. Il y a plus de championnats scolaires. Alors, comment voulez-vous avoir une équipe nationale? Les binationaux qui viennent ne veulent pas mouiller le maillot, dit l'auditeur. Un autre qui nous dit ce n'est pas que le stade du Bénin n'est pas homologué, mais on fait des travaux de réfection. Comment un pays qui construit des infrastructures ça et là, on ne peut pas continuer à dire que le Bénin n'a pas de stade homologué. Voilà. En tout cas, au niveau de la CAF, le stade là n'est pas encore homologué. Donc, les autorités béninoises sont en train de faire des travaux de réflexion naturellement. C'est pour ça que le Bénin joue son match. Et puis, Eric, il faut dire que Côte d'Ivoire, le dernier match, on a frôlé plutôt les préliminaires avant d'entrer dans les éliminatoires. Bien sûr. Il faut le dire. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que si on nous avait gagné, hier à Kégué, le Togo doit désormais jouer les préliminaires avant de jouer les éliminatoires de la CAN. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. Moi, à ma place, je serais parti. On a déjà joué les préliminaires. Oui, mais pas récemment. Non, pas récemment. Oui. Donc, à la place de qui tu sais, moi, je serais déjà parti. Alors, Gérard. Non, une question bête. Avant Apovi, c'était qui? Le colonel Apovi, c'était qui déjà? Avant lui, c'était Apovi. Ouais, avant Apovi aussi. Troisième mandat. Ouais, bien avant lui. Ah, je pense que c'est Amélie Gabriel. Il y avait une crise. Donc il y avait un comité de normalisation avec Antoine Folly qui était là. Qui était là parce que Amélie Gabriel ne gérait pas trop bien, c'est ce que la FIFA avait dit. Et puis après, il y avait une crise ouverte et tout le reste. Un comité de normalisation. On appelait Tata Blessi, tous ces conflits. Avec Amélie Gabriel. Et l'homme l'a dit tout à l'heure, mais il y avait des conflits, mais on gagnait. Donc moi, je pense que parfois, nous nous trompons. C'est-à-dire qu'au moment où vous gagnez là, ça peut être tout simplement la descente aux enfers. La descente aux enfers ne se fait pas du jour au lendemain. On vous dit, il ne faut pas exagérer l'alcool. Il ne faut pas manger trop de sucre. Il ne faut pas manger si tu dis, moi je mange tout le temps du sucre, mais je ne tombe pas malade. D'accord.
Mais ça peut être une étape transitoire avant la maladie, avant de mourir. Nous, on se querelle, mais il n'y a rien. Non, pendant ce temps, on gagnait, mais aujourd'hui, on ne gagne même plus. Non. Pendant que vous créez les conflits, vous avez amorcé votre descente aux enfers, et aujourd'hui, vous y êtes. Vous êtes en plein pied dans l'enfer. C'est tout. Soit on arrête, on rompt avec ce cercle vicieux-là, ou bien on continue. Et comment on fait? Comment on rompt avec ce cercle vicieux? Mais comment un peuple ne peut pas vivre? C'est la grande question aujourd'hui. Oui, mais comment on renverse cette table-là pour repartir? Comment vous expliquez que en politique, il y a des conflits, en sport, il y a des conflits, sur le plan social, il y a des conflits. Le Togo ne repose que sur des conflits. Comment est-ce qu'on ne peut pas bâtir un socle basé sur la justice, un truc sur la justice, où chacun sait que, écoutez, on s'en tient à ça. C'est-à-dire que la base, elle est fausse. Vous avez une famille où vous avez un père de famille qui génère des conflits. Il vient, il va voir Kofi, il dit, Kofi, tu sais, toi, tu es plus intelligent que quand tu es mon fils bien-aimé. Et voilà. Non, déjà, c'est faux. Il sème des conflits. Il oppose des gens. Parce que nous partons du principe très simple, diviser pour mieux régner. Et quand nous divisons pour mieux régner, ne nous étonnons pas que la division se trouve en toutes choses. Dans l'escrime, dans le taekwondo, dans le tennis, le football, la politique, partout. Parce que c'est notre mode de vie. Et aujourd'hui, dites-vous qu'il y a des étudiants qui ont 17, 18 ans, ils sont en droit, ils vont faire l'ENA, et c'est eux qui vont diriger le pays demain. Et ils sont en train d'apprendre ça, que c'est comme ça on dirige un pays. C'est comme ça on oppose les gens. C'est comme ça on donne l'argent pour que les gens se battent entre eux. Ils n'ont pas appris autre chose. Ils n'ont pas d'autres repères. Donc, il va falloir peut-être que l'ancienne génération, ou bien ceux qui sont là aujourd'hui, disent, écoutez, mettons bas la terre. Ce pays va un peu à la dérive. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais nous, en tant que journalistes, on ne peut que tirer la sonnette d'alarme. Mais la solution viendra des décideurs. Moi, je dis que le pays se porte mal, et donc le football aussi se porte mal. Si c'est que c'est avec le colonel Akpovi que les choses ont commencé, vont vraiment mal, moi je vais dire d'accord. Mais autant de Améi, Gabriel, et Tata Blessi, tout ça là, des Togolais qui s'en vont dénoncer d'autres Togolais qui ont truqué un match. Moi je ne peux pas dénoncer mon pays parce qu'il a truqué un match, c'est pas possible. Déjà c'est symptomatique, le pays est malade. Et aujourd'hui, il est grabataire. Et l'homme l'a dit, il va falloir jouer les préliminaires, comme en amour. On a échappé. Oui. On est grabataire. Demain, on serait mort. Il y a des pays qui sont morts. Il y a des peuples qui sont carrément morts. Ils ont disparu. À cause de leur méchanceté. À cause de leur de manque de savoir-vivre. Les Aztèques, les Mayas, il y a des peuples qui disparaissent. C'est ça que nous souhaitons pour le Togo. Non. Le Libéria a frôlé la disparition. La guerre. Vous vous rappelez avec Samuel Doe, Prince Johnson, et comment il s'appelle, Châtelor, des trucs comme ça. Les enfants soldats, on leur met un peu de talisman à la hanche, on dit vous êtes invulnérables, protégés contre les balles. Mais ils se font descendre, ils ont cassé le pays. La Sierra Leone, c'est pareil. Il y a des pays qui vont prendre du temps pour relever. Il y a un défenseur des droits de l'homme qui me dit qu'il était à l'aéroport de Monrovia. Si vous voyez là où on achète la boisson, ce que lui là à la maison c'est 10 fois mieux. Et il m'a montré la photo, c'était rouillé à l'aéroport. Ça veut dire qu'ils sont tombés très 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 bas. Alors là on parle du football. Je voudrais qu'on place un mot sur le sport en général. Parce que, alors avant ça, je voulais lire quelques petits messages des auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit vraiment le football togolais est à revoir sur tous les plans. Sinon, voyant ces éliminatoires, c'est le groupe le plus favorable pour le Togo pour pouvoir se qualifier. Mais hélas, dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit au temps du ministre voulait il y avait le sport de masse pendant les congés vacances et même on jouait le vrai championnat scolaire. C'est ce qu'il dit. Nous n'avons pas d'infrastructure. Nous voulons gagner. Il faut regarder les pays à côté. Ils sont plus riches. Nous disons la vérité. Dit donc cet auditeur, nos autorités n'aiment pas le sport en général et en particulier le football. Tata Avlessi, ceux qui ont manigancé tout ça sont là en train de circuler de studio en studio en faisant des émissions
à leur rien dire. Ainsi voilà la République, j'imagine ce qu'il a envie de dire à peu près. Un autre qui me dit, si le président de la République va dire la vérité à la COP, on ne peut la faire bon, je comprends pas trop ce message là, bon c'est pas grave, il pourra reformuler, nous envoyer ça. Mais l'industrie du sport, est-ce que des gens ont conscience ici que c'est beaucoup d'argent qu'on peut gagner? Non, ils en sont conscients. Bien sûr. Oui, ils en sont conscients. Vous savez, avec tout ce qui est comme financement de l'industrie sportive désormais dans le monde, ils en sont conscients. Parce que quand nous prenons juste, excusez-moi, quand nous prenons la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait en Côte d'Ivoire, oui. Alassane Ouattara, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Hein. Il a construit pas mal de stades, mais quand ils ont fait le bilan il y a, je crois, 2 mois, la Côte d'Ivoire a eu 10 fois de leur investissement. Oui. Mais c'est terrible. Oui, mais il faut oser un moment C'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'ici, des gens ont conscience que l'industrie du sport, c'est beaucoup d'argent? Moi, je crois qu'ils sont conscients. Les gens sont pleinement conscients. Les autorités togolaises sont conscientes du fait que l'industrie sportive brasse beaucoup de milliards. Maintenant, il faut oser. On commence par quel bout? Est-ce que c'est la priorité? Il faut se poser la question. Parce que quand vous regardez dans le budget de l'État, vous regardez la place qu'on accorde au ministère des Sports avec le budget, vous comprenez que c'est pas... Quand vous prenez le top 10 des meilleurs budgets, vous n'avez pas le ministère des Sports et des Loisirs. Ça voudra dire ce que ça voudra dire. Donc, c'est en termes de priorité. Donc, maintenant, il faut qu'on puisse mettre le sport, définir le sport et le dire que maintenant, c'est notre priorité. Priorité pour la jeunesse, parce qu'on a une jeunesse qui, aujourd'hui, est en quête d'emploi, qui est vraiment se cherche encore sur le chemin de l'emploi, mais une jeunesse qui peut quand même sortir la tête de l'eau en faisant du sport, en pratiquant du sport. Il y a plein de talents au Togo, dans pratiquement tous les domaines. Et chaque jour, ils ne demandent qu'à être encadrés, ils ne demandent qu'à être mieux suivis, ils ne demandent qu'à être, voilà, à bénéficier des opportunités. On voit l'histoire, aussi dans le parcours de certains joueurs brésiliens qui sont sortis des favelas. S'il n'y avait pas le sport, le foot, jamais ces enfants ne viendraient au haut du pavé. C'est ce que je dis. Et vous n'avez pas idée de cette masse de jeunes qui ne voudraient que faire du sport. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Les gens n'ont pas aujourd'hui l'argent d'aller en salle de gym. Mais ils ont quand même la force pour courir de leur domicile pour aller à la plage. Ils ont quand même la force de pouvoir marcher, de pouvoir faire l'exercice qu'ils veulent. Mais après, il faut voir les conditions, parce que sur quelles infrastructures on s'entraîne. Quand vous avez, par exemple, les autres disciplines, ils n'ont pas d'infrastructure adaptée, commode et conforme pour que les gens puissent venir. Mais on se débrouille avec les moyens de bord. C'est pourquoi je dis qu'il faut mettre le sport parmi les priorités. Quand vous regardez tout ce qui se passe ailleurs avec l'industrie sportive, oui. Mais écoutez, vous disjonctez. Vous vous dites que nous, on est à des années-lumière de ce que les gens sont en train de faire. Et par le sport, par exemple, le Rwanda est devenu une destination touristique par excellence. Ah ouais. Vous voyez, donc, juste le seul fait de mettre Visit Rwanda sur le maillot du PSG. Mais Kigali, les gens y viennent. Mais les équipes... Arsenal aussi, je crois. Oui, les équipes de Ligue 1, de Première Ligue viennent visiter le Rwanda, viennent faire des mises au vert là-bas. Et c'est de l'argent qu'ils sont en train de brasser. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités dans le sport. Et malheureusement, bon, nous, on est encore en train d'observer. Jusqu'à quand? À un moment donné, ils font un sursaut. Ils font un sursaut pour que nous puissions véritablement avancer. Et ça passe d'abord par les fédérations sportives. Parce que les fédérations sportives doivent comprendre qu'il faut commencer à travailler dans l'intérêt justement des clubs et dans le développement de la discipline. Et tant qu'on n'aura pas cette conviction, non, on ne pourra pas avancer. Quand on prend des disciplines qui sont là depuis des années, moi par exemple, quand on parle de la boxe, c'est avec mes sports au cœur que je me rappelle de Palongo, Daniel et tout ça. Mais aujourd'hui, vous vous rappelez John Levi Balogun, oui, bien sûr. Et tout le reste. Mais aujourd'hui, quand on dit la boxe togolaise, ça ne dit rien à personne. Parce qu'on n'a pas réussi justement à tisser le nouveau fil au bout de l'ancien. On est là, on est dans l'inertie, les bureaux se succèdent, mais les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Vous prenez d'autres disciplines où pendant les élections, vous avez des clubs qui vous disent que eux, ils ne vont pas voter pour un président de fédération qui roule la moto. Sinon, quand il va prendre la fédération, après il va s'acheter une voiture avec notre argent. Donc c'est en fait ça. Vous savez, on est encore à ce niveau de réflexion. Dans le développement de notre discipline. Pendant que d'autres sont en train de réfléchir des tactiques, des schémas, comment on fait
pour avoir du financement. Vous avez par exemple une institution comme l'AFD aujourd'hui Oui. qui met beaucoup de milliards dans le Beaucoup sport. d'argent, oui. Vous avez une institution comme la Banque mondiale qui met beaucoup d'argent dans le sport aujourd'hui parce qu'ils ont compris que la jeunesse doit quand même s'essayer au sport. Et ils ont dit dans l'une des études que quand vous faites du sport de masse, c'est-à-dire le fait de faire du sport de masse, ça évite des maladies cardiovasculaires et d'autres maladies qui peuvent justement faire des économies pour les États. C'est-à-dire qu'au lieu que l'État subventionne les gens par rapport à ces maladies-là, etc., mais le fait de les mettre au sport de masse ou au sport peut justement faire des économies. Ils ont même donné le montant, je ne me rappelle plus, c'est un nombre de millions de dollars par an. Vous comprenez? Et donc, les gens sont allés loin, ils ont fait toutes les études pour s'en rendre compte. Et donc, le sport est un stimulateur. Le sport, quand même, permet de pouvoir encadrer les jeunes, de pouvoir quand même faire du branding de la nation. À travers le sport, aujourd'hui, on connaît un pays comme le Rwanda. Oui. Alors que le Rwanda n'a jamais remporté d'Afrique. Ils sont jamais allés loin. Le Rwanda n'est pas un pays qui fait peur sur le terrain. Mais quand vous allez en Europe, vous dites Rwanda, vous dites ok, visite Rwanda. Les gens connaissent. Ils sont bons en athlétisme, mais attention. Oui, ils sont bons en athlétisme, mais je parle du foot. Bon, je parle du foot, oui. Et les gens ne connaissent pas. Vous voyez? Mais en Afrique de l'Est, quand vous prenez les Éthiopiens, les Kenyans, c'est l'athlétisme. Oui. C'est des sprinters, c'est des gens qui font de la course de fond, de demi-fond. Oui. Quand vous prenez l'Angola, c'est le basket. C'est-à-dire chaque pays a une identité. Mais quand vous prenez le Togo, c'est quoi l'identité en sport? Voilà, c'est ça. Il faut vraiment qu'on aille chercher. C'est chaud, hein. Voilà, on est en train de chercher. Pendant que les pays, quand vous dites, ok, là on dit, bon, le Maroc, on dit, bah, c'est le foot. Quand vous prenez l'Algérie, on dit, ah, c'est le foot. Vous prenez la Côte d'Ivoire, on dit, ok, aujourd'hui, c'est le foot. Mais au moins, ils ont une identité. Quand vous dites aujourd'hui, l'Afrique du Sud, ce n'est plus le foot, c'est le rugby. C'est le springboard. Oui. Donc, en réalité, chaque nation a un branding. Quand vous débarquez, vous dites, ce pays, on vous dit, vous avez match contre tel pays, dans telle discipline, vous tenez la tête entre les mains, vous dites, car on est mort, parce que c'est le meilleur sur le continent. Alors, mais nous, aujourd'hui, même au niveau du Togo, on ne cherche pas encore à battre les gens sur le continent. On n'est même pas encore là. Vous comprenez? Quand vous allez au championnat d'Afrique. De ce point de vue, en réalité, on ne doit plus s'étonner lorsqu'on ne gagne plus. Tout à l'heure, Gérard lâchait un mot de ce Gérard. Il n'est pas surpris. Visiblement, le Togo est à sa place, quoi. Oui, il a raison. Parce que justement. On est à notre place. Oui, j'ai dit tout à l'heure, quand vous dites le Togo, c'est quelle discipline? Au moins, quand on vient à un championnat d'Afrique sur le continent, on sait que si on ne gagne pas au foot, on va gagner au basket. Si on ne gagne pas au basket, on va gagner au volley. Si on ne gagne pas au volley, on va gagner. On va battre les gens, on va prendre une médaille au niveau de la natation. Mais nous, on n'a même pas d'identité sportive. Aucune discipline n'émerge. Auparavant, c'était le foot et la boxe. Parce qu'on avait Palongo, oui. On avait Dr Kawolo, avec tout ce que ça représentait. Mais aujourd'hui, tout est down. Alors, il y a un auditeur qui nous dit le football est une industrie qui nécessite beaucoup d'investissement. Au Bénin, le budget du ministère des Sports a exponentiellement augmenté. Dans notre pays, non. Tout ce qui intéresse le régime en place, c'est comment garder le pouvoir. Dites-vous, depuis 20 ans, pas un seul stade. Et le budget du ministère des Sports n'a jamais dépassé 10 milliards. Alors, de quelle manière veulent-ils développer l'industrie sportive au Togo, se demande cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit la FTF traîne trop de casseroles. Il faut faire un travail de fond à la fédération. S'il faut même remplacer ce bureau et mettre les personnes qu'il faut à cette place. Il y a l'affaire du vieux bonnet que nous banalisons et aussi le cas d'arrêt Nibombe Wake qu'il faut voir. Nous sommes en Afrique et la nature a ses règles, dit donc cet auditeur. Un autre qui nous dit chaque année OTR prélève plus d'argent, des milliards chez les contribuables togolais. Ce sujet, on pourra en parler un peu plus tard. Moi, je voulais qu'on parle d'abord du sport et du foot. On est en train de l'évoquer clairement. Un autre auditeur qui nous dit ne laissons pas la proie pour l'homme. Le chef qui est le président de la République doit stoïquement quitter le pouvoir pour l'éclosion de notre chère patrie, le Togo. Le reste n'est que du saupoudrage, que la lumière soit, dit donc cet auditeur. Et un autre qui nous dit, je donne la parole ensuite à Gérard Huisson, en conclusion, notre gouvernement n'aime pas les sports. C'est une vérité, le Togo est à sa place. Gérard, vous n'êtes suivi pas beaucoup. Merci. Non, en fait,
quand j'écoutais l'homme, je me pose une question. Est-ce qu'on a déjà vu le budget d'un État où le sport occupe... on investit plus dans le sport que dans la sécurité, dans les infrastructures routières, des trucs comme ça. Je crois que le sport a toujours une portion congrue. Non, mais pas plus maintenant. Plus maintenant. Non, vous n'allez voir aucun pays où 60% du budget va dans le sport. Jamais. Ou bien 40, ou bien 50, ou bien... Personne n'a jamais dit ça. Jamais. Voilà. Mais pas quand même au bout du classement. Ouais, je vais aboutir plutôt à un raisonnement. Moi, je pense quand même que l'État a le devoir de créer le cadre qu'il faut pour l'éclosion du sport. L'État n'est pas obligé d'injecter de l'argent frais dans le sport en tant que tel. Autant d'argent. Oui. Autant d'argent. Moi, quelqu'un me montrait, je sais pas, bon, c'est pas au Togo, hein, vers Munich, on me montre un stade, vraiment, c'était joli, bien. On me dit que ça, c'est pas l'équipe de Augsbourg. Vous savez qu'ils ont entre-temps bien joué. Oui, bien sûr. Que c'est pas encore le terrain de l'équipe de Augsbourg, mais c'est le Nachwuchs. C'est-à-dire que les petits qui sont en train de venir. Mais si vous voyez le stade, mais c'est terrible. On parle de l'Allemagne. De l'Allemagne. Bon, voilà. Mais est-ce que vous pensez que c'est l'État allemand qui investit de l'argent dans ça? Non. Voilà. La commune, des sociétés, la société civile, comme on dit. Mais donc, ça, c'est l'Europe. Non, même ici, on peut le faire et on doit le faire. Avec quelles communes? Les communes qui n'ont pas fini de ramasser les Imaginez déchets un peu ce schéma. Chez moi, à Kégué, il y a un aire de jeu réservé, une réserve administrative, où on peut construire un stade. Il y a des sociétés qui sont là, qui sont installées dans la commune. Vous ne pensez pas qu'une société peut dire, écoutez, moi je finance la construction, bien l'aménagement de ce terrain-là. Si par exemple, je ne veux pas critiquer qui que ce soit, si par exemple, on se dit, l'OTR détaxe le sponsoring. Quand vous sponsorisez le sport, vous payez moins de taxes. Mais les sociétés, on parle, Gérard, ont des clubs. On voit l'état de ces clubs aussi. Non, moi je suis en train de faire un schéma. Si le schéma est faux, dites-moi. Non, oui, si le schéma est faux, dites-moi. Mais on a des sociétés qui ont des clubs sportifs. On peut ne pas avoir des clubs, par exemple. Oui, je dis. Je vais même pas loin. Okay. Le journal Sika qui dit, écoutez, moi je mets 200 000, 300 000, 500 000 dans le sport pour les jeunes là, je vous achète, je déclare ça à l'OTR, ça fait chuter un peu le truc là. Mais une autre société peut aussi le faire. Il y a des sociétés, de grandes sociétés qui sont là, des gens qui sont dans les quincailleries, dans ceci, dans cela. Mais on peut, si l'État crée le cadre qu'il faut, la société civile peut prendre la relève. Maintenant, si nous voulons financer le football, il n'y a même pas d'aire de jeu. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a même pas il y a pas le truc, la matériel. Il n'y a pas les conditions pour financer. Alors là, c'est plombé. Donc, l'État doit penser à créer le cadre général pour l'éclosion du football, et maintenant la société civile va prendre la relève. Moi, c'est comme ça que j'imagine la chose. Je crois que c'est comme ça que ça se fait ailleurs. Quand on parle du Maroc, tout ça là, ne pensez pas que l'État du Maroc, vous allez voir dans le poste budgétaire, on va dire, mais le sport occupe 60% de quoi? Non. Les États, c'est toujours l'armement, la sécurité, des trucs comme ça. Oui, personne n'a dit le contraire. On ne voudrait pas que... Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je suis en train de nous renvoyer juste la balle. Oui, mais vous savez, quand vous prenez un pays comme le Bénin, une fédération prend 100 millions par an, on dit, développer une telle discipline. Mais aujourd'hui, on voit carrément la différence. Mais vous avez une fédération qui prend 100 millions par an de l'État pour des activités sportives. Parce que le problème, c'est les fédérations. Les fédérations n'ont pas de moyens. Elles vont chercher du financement où? Chez les mêmes sociétés. Il y a 5 mêmes sociétés, les 5 sociétés ou les 10, c'est chez elles que toutes les fédérations sportives, les 24 ou les 26, viennent. On veut du financement. Oui, parce que c'est les mêmes qui sont là. C'est le même écosystème. C'est ça le problème. C'est le même. Quand vous n'allez pas chez X, vous allez chez Y. Si le rugby ne vient pas, le karaté va venir, le taekwondo va venir, le football va venir. Regardez par exemple Togocom. Combien de fédérations sportives ne sont pas avec Togocom? Vous avez le basket, vous avez le foot. Vous croyez que d'autres fédérations ne cherchent pas le même contrat? Elles cherchent aussi le même contrat. Et pourquoi ces fédérations ne vont pas vers la CCT, Bâtiment, des trucs comme ça? Mais elles y vont. Mais le problème, c'est que le CCT Bâtiment finance le football. Vous savez que CCT Bâtiment, c'est un féru du foot et il finançait chaque fois la campagne des éperviers. Maintenant, si d'autres fédérations viennent et disent, ok, moi j'ai une société, je finance que le foot. Parce que je sais qu'à travers le foot, au moins j'ai de la visibilité. Parce qu'on n'investit pas aussi comme ça. On attend le retour sur investissement. Moi, j'aime le foot. Je finance le foot, les éperviers, parce que c'est que quand les éperviers gagnent, tout le monde est content. Puis on voit mon logo sur la campagne pub. Ok, bon, à part le foot, je prends quelle autre discipline? Et la personne qui a dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas.
parce que vous n'avez pas de visibilité. Je n'ai pas de résultat avec vous. Mais comment les mêmes sociétés ne peuvent pas financer tout? Donc l'État a l'obligation dans ce cas d'injecter le minimum. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas, que vous ne prenez pas en compte dans mon développement. C'est le fait de payer moins d'impôts quand on fait du sponsoring. C'est la clé. C'est la clé de. Bon, ça, c'est la solution. Ça aux agents de l'OTR parce que je c'est la clé. pas, c'est la solution. C'est des propositions, c'est des trucs que nous pourrions, des pistes de solutions éventuellement. En tout cas, quand vous prenez les États-Unis, le basketball, tout ça là, c'est les universités qui les financent. Moi, j'ai un jeune qui a grandi chez moi, disons, c'est mon enfant, et aux États-Unis, on lui dit, écoutez, parce qu'il est intéressé par le football et le basketball. Il arrive là, on dit, écoutez, si vous ne voulez pas payer la totalité de la scolarité, vous jouez au basketball pour l'université. Il s'est dit, bon, d'accord, c'est l'aubaine. Non seulement j'aime ce truc-là, mais je ne veux pas aller travailler tout le temps pour payer ma scolarité. Pourquoi les universités ici, SGIS, je ne sais pas quoi, tout ça là, ils ne s'investissent pas dans ces choses-là? Je crois que c'est ensemble que nous allons trouver les solutions. C'est une réflexion. C'est des réflexions que moi je suis en train de faire. Oui, on est dans la réflexion. Et quand vous prenez, je sais pas, vous avez parlé des boxeurs. Oui. Vous voyez comment Jafar, il a fui le Togo, Jafar Balogun, Sabou Balogun, et Jolly Balogun, c'est des trois frères. Sabou Balogun, lui, vendait même du com. C'était un ami à moi. J'ai encore plein de photos avec lui, plein de photos. Agbadago, là vous connaissez, vous savez là où il s'entraîne. Oui, je connais. Mais il vendait du com avec sa sœur. Un jour, je l'ai vu sur une moto, Zémidjan. Comment tu vois? Il avait l'œil au beurre noir, comment on dit quoi? Il était dans un état pas possible. Pourquoi personne ne l'a pris sous ses ailes? Ne serait-ce que pour faire de la publicité pour sa société. Ça, c'est le grand Sabou Balogun. Pourquoi est-ce que Palongo, il est mort dans l'eau avec son ring? Lui, s'est noyé avec son ring. Vous connaissez celui? Dans sa maison, c'était noyé. Moi, je suis allé chez lui. Il avait de l'eau. La moitié du ring était dans l'eau. Et c'est comme ça qu'il est mort. Et quand vous prenez Bossou, qui était boxeur aussi, lui, il est mort Voganais, enfin, vulcanisateur. Voganais, ceux qui font les trucs des vélos. Mais voilà. Et il y en a plein. Il y en a un autre, l'homme le plus fort au monde, en 2022. Il s'appelle Olo. C'est un ami de moi aussi. L'homme le plus fort en Turquie. Il a été sacré l'homme le plus fort au monde. Allez voir là où il s'entraîne. Il a dû fuir le pays maintenant pour aller aux États-Unis par des moyens dont je ne vous dis pas, ça c'est pas à dire sur les antennes. Donc quand nous entretenons pas, quand la société civile elle-même n'est pas active pour se dire mais comment est-ce que je peux exploiter l'image de telle personne, inutile qu'on vienne critiquer l'État tout le temps, parce que si vous voulez que l'État investisse plus, ça veut dire que vous êtes prêt à payer plus d'impôts. Parce que l'État ne fait rien. C'est les citoyens qui créent de la richesse et l'État gère. Quand on dit qu'il faut dédommager celui-ci, on a été condamné à la CEDEAO, il faut payer 100 millions à celui-ci. C'est bien fait pour l'État. L'État trouve l'argent où? C'est votre argent en fait. Et voilà. Donc je tire une balle dans le pied. C'est la société civile elle-même qui doit être assez smart, assez intelligente pour se dire comment est-ce que je peux exploiter l'image de telle personne. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez... allez-y. Aujourd'hui, par exemple, ce que Gérard dit, je ne sais pas s'il a fini. Il a fini. Gérard, non, j'ai fini. C'est seulement les exemples que j'ai encore. Daniel Palongo. Oui, regardez, il a refusé, il a renoncé à la nationalité togolaise. Je ne peux pas pour le Togo. Ce que Gérard dit, c'est on va en parler les jours à venir. Par exemple, quand vous avez une société où vous payez beaucoup de choses, les taxes, les impôts, on vous ajoute la mue et tout ce qui va avec et tout, c'est pas, quand vous faites une demande de sponsor, c'est pas ça la priorité pour vous. Quand vous êtes dans l'écosystème où vous avez des taxes, des impôts, vous avez l'huile qui passe de 22 000 à 38 000 francs, par exemple, un beau matin, et que bon, c'est imprévu, vous avez les charges qui grimpent et tout ça, on vous fait une demande de sponsor et vous mettez ça dans le tiroir. Parce que les charges sont énormes. Et ce qu'il dit, c'est vrai, l'OTR peut décider de faire de la détache sur certaines choses. En réalité, ça, c'est une discussion qu'il faut avoir entre le ministère des Sports, le ministère de l'Économie et des Finances et directement avec les opérateurs économiques pour voir si, nous voulons financer, par exemple, le basket, nous voulons financer la natation. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les avantages? Quels sont les avantages? Et les journalistes sont impliqués. Parce que les idées viennent aussi des médias et de tout le monde. Ce que Gérard dit, c'est vrai. On avait fait un truc à l'hôtel de Forion, on a appelé Togo Sport Challenge. C'était en 2023, voilà. Togo Sport Challenge, il y avait le ministre des Sports, il y avait le président du CNO, il y avait des opérateurs économiques, mais le problème est revenu clairement. Ils ont dit, mais faites la détaxe sur certaines choses et puis nous on finance le sport.
Ils ont dit ça. Ils disent, mais oui, nous on veut, mais il faut négocier certains avantages. Nous, par exemple, si on sort de l'argent fait du sponsor du sport, on nous dit, mais on doit payer des taxes. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, si vous voulez qu'on investisse autant, pour que nous puissions, voilà, il faut que nous ayons des avantages. Par exemple, il faut défiscaliser un peu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais depuis, l'affaire n'a pas évolué. L'affaire n'a pas évolué. Et ça, c'est pas le rôle des opérateurs économiques. Et ils s'en foutent pas mal de comment on investit. Mais c'est l'État de tracer vraiment le sillon pour dire oui, voilà ce que je veux. Maintenant, la société si civile aussi. Ça veut dire que les États, donc, mais les journalistes, ça fait partie de la société civile. L'association des consommateurs, c'est ça, oui, le dynamisme. On propose, on peut faire quoi d'autre? C'est pour dire que nous sommes tous sportifs en fait. Oui, nous sommes tous sportifs. Ouais, nous sommes un pays amorphe où les gens se disent bon, c'est pas mon problème. Non, mais c'est ce que moi je remarque pour le Togo. Hein. Oui, mais on réfléchit. Tout le monde se dit c'est l'État, c'est celui-ci, c'est celui. On rejette la faute sur les autres. Par exemple, moi, quand je vois les clubs qui sont portés par des sociétés dans le pays, je me dis qu'il y a un problème. Vous avez des clubs des clubs sportifs, on vous dit que ben voilà, de telle société, mais vous regardez, vous dites ben c'est telle société, c'est son club ça. Ça voudra dire que la société même c'est pas ça la priorité. Merci beaucoup. Mais la dernière chose quand même, il ne faut pas que les 600 millions de la fédération disparaissent sans que cette personne ne sache jamais où c'est passé. C'est là où moi. Quels 600 millions? C'était 600 millions, non? De la FTF. On ne peut pas cotiser et puis l'argent disparaît et puis on n'en dit rien et puis c'est fini. Ben, ça, c'est décourageant. C'est vieux, ça. C'est vieux. 2017. Vous avez déjà vu des vieux billets qui ne sont pas utilisables? Que ce soit vieux ou non, 600 millions, c'est 600 millions. Voilà, il ne faut pas que l'argent disparaisse comme ça. C'est là où intervient la responsabilité de l'État pour moi. C'est-à-dire qu'il faut créer la base, quoi. L'État doit créer le cadre d'un développement du football, du sport. Et ça, c'est pas fait. Alors, il y a un auditeur qui nous dit que l'exemple de l'Allemagne est mal tombé, l'exemple que vous avez donné. Il continue. Dans les pays occidentaux, il y a la classe moyenne et les gens contribuent pour faire fonctionner les communes qui investissent dans le social. Ici, les mairies ne font pas de reddition des comptes, la concurrence à constitution à tous les niveaux. Et donc, c'est compliqué. L'exemple n'est pas mal tombé. Il m'a confirmé, quoi. Que comme quoi chez nous, ça ne marche pas là-bas. Il faut prendre l'exemple, il faut en prendre de la graine. C'est tout. Alors, un auditeur qui nous dit, mes chers au studio, vous voulez qu'on va à la canne? Et on va augmenter le prix des ciments et autres, surtout la bière que nous sortons le week-end pour se déstresser. C'est ça aussi. Hein. Il est 12h sur la radio, les gars. Merci beaucoup, Omar. Il y a un comédien plutôt. Des gens qui te suivent peut-être. Hein. Mais écoutez, Omar qui nous pose, on revient juste après. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Niao, comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Oh, c'est bien. Sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canalbox, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canalbox sont gratuites. Gratuites? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vive l'internet illimité. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, hein, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique.
Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Spécial rituel de fin d'année. La Fraternité universelle pour la conscience du Christ, sous la direction du prophète Adatara, guide spirituel, vous invite à participer à un rituel de fin d'année exceptionnel, suivi d'un séminaire spirituel. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Thème, si l'âme réside dans le sang, comment pouvons-nous nourrir notre être intérieur pour préserver cette énergie vitale? 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme. Lieu, Fopadesk, Agoué. Participation 5000 francs. Objectif du rituel. Ce rituel a pour but de vous libérer des énergies négatives accumulées au cours de l'année et de vous préparer à accueillir les puissantes énergies du solstice d'hiver. Vous attirerez ainsi l'abondance, la chance, la guérison et la protection pour la nouvelle année. Ce rituel favorise également le renforcement de votre aura et l'harmonisation de vos intentions avec les forces naturelles. À prévoir, une bouteille d'eau, un paquet de sel, un mètre de tissu blanc et une bougie blanche. Téléphone +228 96 30 01 75 90 54 42 61. Seul Dieu sauve. Paix dans les cœurs. Bangoon. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. J'aimerais vous épouser sur le champ. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous êtes fiable, stable, compréhensif et à l'écoute. C'est tout ce que je recherche. Écoutez madame, désolé mais je ne suis pas intéressé. Non, il ne s'agit pas de vous. Je veux épouser votre banque. Donc, vous souhaitez épouser NCA Bank? Oh oui, je le veux. 1000 fois, oui. Je vous apporte un stylo. NCA, le vrai visage de la banque. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Il est 12h06. Vous pouvez toujours continuer par nous envoyer donc vos réactions par rapport au sujet que nous débattons ici. En studio, on va évoquer la question de la vie chère qui est un problème crucial encore aujourd'hui. La question beaucoup plus de la mévente dans nos marchés. Le constat est patent et tout le monde le vit. Les commerçants, aujourd'hui, dans nos marchés, tournent le pouce à longueur de journée. Quel est le problème aujourd'hui, Gérard? Il se passe quoi? Bon, je pense que c'est difficile à dire. Hein. Je pense que c'est d'abord le problème de la pauvreté. Ben, quand vous êtes pauvre, évidemment, vous n'achetez pas. Il faut avoir de l'argent pour acheter. Bon, maintenant, d'un autre côté, sur un plan purement économique, hein, on peut dire aussi que l'atmosphère, elle est morose, hein, ça ne va pas, les gens ont peur, et donc, on a de la peine à sortir de l'argent. Quand il n'y a pas la sécurité, quand les lendemains sont incertains, oui. Qu'est-ce que l'opérateur économique fait? Il met son argent à la banque, il dit, mais je ne vais pas faire des investissements. Quand vous êtes dans un pays où vous dites, bientôt, je le dis bêtement comme ça, hein, bientôt il y aura une guerre civile dans certains pays, pas chez nous. Et il y aura une guerre civile, vous n'allez pas vous mettre à construire des bâtiments, oui, parce que vous savez qu'on va les détruire. Oui. Et donc, quand il n'y a pas l'optimisme économique, alors les gens sortent moins l'argent. On économise et on attend des lendemains meilleurs. Moi, je crois que c'est ça qui se passe un peu au Togo, à l'approche de Noël comme ça, parce que Noël n'est plus loin, les fêtes d'année ne sont plus loin, mais on ne voit pas d'engouement. Les gens n'ont pas envie de dépenser parce qu'on se dit, écoutez, si je dépense maintenant pour acheter des guirlandes, quand demain j'aurai des maux de ventre, je vais trouver l'argent où pour aller me soigner. Donc, on est prudent, et dans une économie où il y a la prudence, ou bien on rationne, ou bien on se dit, écoutez,
chaque fois que l'économie, on ne dépense pas de l'argent. Oui, Chaque fois on consomme moins. Chaque fois qu'on consomme moins, évidemment, l'économie, il y a une sorte de... comment dire là? Ah, c'est terrible. Hein? Vous voulez que je dise ça en allemand? C'est possible. Angehen, ça veut dire que ça c'est tiol, ça devient tout petit, ça l'appétisse. Un Togolais qui, pour s'exprimer mieux. Parce que j'ai appris ça dans cette langue. J'ai appris ça dans cette langue. On doit le mettre au niveau des éperviers. Pour traduire un peu. Vous savez que l'équipe togolaise, les éperviers, là, ça parle plus allemand. Hein? Oui, vous savez, l'allemand, c'est une langue tellement facile que quand vous l'apprenez, c'est tellement facile, quoi. C'est tellement imagé que vous retenez plein de choses très facilement. Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez à Tikoudi, vous allez voir nos frères, nos sœurs, nos mamans qui sont là-bas, qui passent des journées à tourner les pouces. C'est-à-dire qu'on ne vend pas. Vous tournez à côté, vous allez au grand marché, la situation est pareille. Vous allez même dans les marchés de nos quartiers qu'on sort. Vous voyez des femmes qui sont là toute la journée. Et à la fin de la journée, si vous avez des amis qui sont au marché, vous demandez, ils vous diront que toute la journée, j'ai vendu que 1000 francs, 500, 2000 et qu'on sort. Mais attendez, est-ce que l'économie n'est pas en train de prendre un coup, et l'homme, quand la consommation se comporte comme ça? Oui, mais vous savez, on est dans un monde de plus en plus incertain. Quand vous prenez la guerre interminable actuellement dans le monde, les incertitudes économiques, et vous ajoutez à cela les effets du changement climatique, on est dans un monde de plus en plus incertain. Il faut d'abord prendre le problème de ce côté. Et avec les épidémies qui se déclarent un peu partout maintenant, ça rend davantage la chaîne logistique et d'approvisionnement beaucoup plus difficile. Oui. Donc, aujourd'hui, il va falloir qu'au niveau des États, on trouve des mesures souples pour soutenir l'économie. Il faut voir dans quelle mesure permettre aux populations d'avoir accès aux produits de première nécessité, aux biens de première nécessité, voir dans quelle mesure il faut renforcer le contrôle des prix, faire des réunions périodiques avec des opérateurs économiques, avec des gens qui sont directement en lien avec le marché de la consommation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si c'est des réunions hebdomadaires, les réunions mensuelles, pour appliquer la vérité des prix. C'est-à-dire, vous regardez justement les mercuriales, vous vous dites que par mois on se retrouve à telle date pour dire dans le mois, voilà les difficultés qu'on a eues. Le ministère dit, le gouvernement dit, on comprend vos difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Les prix sont à tel pour le maïs, tel pour le haricot, tel pour le riz, tel pour l'huile, tel pour ceci, tel pour le poulet. Donc on va se lever comme ça et puis les gens se lèvent et ils mettent les prix qu'ils veulent. Vous comprenez? Est-ce que c'est parce que les choses sont chères que des gens ne vont pas acheter? Ou bien, tout à l'heure, Gérald l'a effleuré, des gens n'ont pas d'argent qui ne vont pas acheter? Aujourd'hui, il faut reconnaître que les gens n'ont pas d'argent. Le pouvoir d'achat s'effrite. Comme il l'a dit, on est en train de... le pouvoir d'achat s'effrite inexorablement. Et j'ai dit tantôt, quand par exemple la personne gagne 60 000 francs par mois, il a le droit de 40 000 francs à payer, il lui reste 20 000. Vous voyez 20 000 déjà, le déplacement, il bouffe 10 000 ou 15 000 et ça veut dire qu'il n'a que 5 000 dans le mois pour se nourrir. C'est difficile. Donc, il faut que d'abord, on fasse respecter la loi ou les règles qu'on s'est fixées nous-mêmes. On a dit 6 mois, 3 mois de loyer, 3 mois de caution pour l'immobilier, pour le bail. Personne ne respecte ça. Vous allez quelque part, boutique comme maison, c'est 1 an, 10 mois. 10 mois, c'est prix ami, ça. C'est caution. Oui, ça c'est vrai. Ouais. 1 an maximum. Et puis, il vous dit, moi, je prends pas l'argent par mois, vous payez 6 mois. Après, le prochain semestre, vous me versez encore le loyer. C'est comme ça que je fonctionne. Mais l'État dit, on a pris une loi, on a communiqué à outrance, on dit 3 mois de loyer, 3 mois de caution. Mais personne ne respecte ça. Et ça ne dit rien à personne. On ne fait aucun suivi de cette mesure. Le ministère de l'urbanisme, de comment on l'appelait, de l'habitat, tout ça est là. Mais rien. On fait aucun suivi de la mesure. Pour voir si est-ce que cette loi de l'État est appliquée. Est-ce qu'on a fait des réunions avec des propriétaires immobiliers? Parce qu'ils doivent avoir des associations, les démarcheurs, toutes ces personnes qui sont en lien avec les BTP, les architectes, les démarcheurs, les agents d'immobilier, pour voir dans quelle mesure il faut faire respecter la loi. Faire respecter, justement, c'est vrai que le prix du ciment est quand même reste à son prix, à son niveau, mais il va falloir qu'au niveau même des propriétaires immobiliers, qu'il y ait une réunion, parce que vous savez, on ne peut pas prendre une loi et la laisser comme ça en l'air. Il faut des réunions et un mécanisme de suivi. C'est ce qui manque dans le pays. Vous avez des lois qui sont belles, mais il n'y a aucun mécanisme de suivi. C'est-à-dire, les gens sont là et comme je l'ai dit, les ministres passent.
Vous avez vu, les ministres passent. Oui, si. Les ministres passent. Et rien ne change. Rien. Oui, mais si le ministre qui est au portefeuille n'a pas ça dans ses priorités, il passe. Vous avez vu dans ce pays, on a vu au ministère de l'eau quelqu'un qui était venu, un ministre qui était venu, excusez-moi, avec une affaire de puits water. Il faut qu'il y ait un agrément. Il est parti avec. Et il est parti avec. Un autre est venu, dit bon, table ronde sur l'eau potable accessible à ceci, cela, il faut des fontaines ici. Lui aussi, il est parti avec. Un autre est venu. Entre-temps, il dit bon, pour les forages, il faut des autorisations. Et maintenant, est-ce que les gens font des autorisations encore? Il n'y a plus d'autorisation pour les forages, tout le monde met le forage où il veut. Donc le ministre aussi est parti. Non. Quand vous avez des ministères où les ministres se succèdent, il n'y a pas une ligne directrice claire où les gens savent où ils vont. Et on va avoir des choses comme ça. Parce que la loi est là. L'État a dit, bon voilà la loi, voici la loi. Les ministres passent, la loi reste sur la table. Personne ne suit le suivi. Personne ne l'applique. Parce que, bon, justement, l'autorité qui est venue à ce poste-là, lui aussi, il a d'autres priorités. Mais je ne sais pas, parce que j'ai eu à discuter avec certains au marché ce week-end. Au-delà de la mévente, les femmes, les messieurs qui sont là sont criblés de dettes aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, est-ce que franchement, notre économie ne va pas en pâtir véritablement, surtout peut-être les années à venir? Et vous parlez de quels messieurs qui sont criblés de dettes? Au marché, ceux qui vendent au marché. Les commerçants, je veux dire. C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, beaucoup de commerçants, de commerçantes se plaignent du fait que rien ne marche. Bon, on achète très peu. Et donc, quand on achète très peu chez vous, vous aussi, vous dépensez moins. Ça, si vous avez vendu pour 100 francs dans la journée, vous n'allez pas dépenser quand même 150, 200. Vous serez surendetté rapidement. Donc, moi, je dis que il va falloir peut-être épargner moins dans ce pays. Ou bien épargner plus, mais en même temps investir. C'est-à-dire encourager, comme vous l'avez dit tout de suite, encourager la consommation. C'est-à-dire qu'on pousse les gens à dépenser l'argent. Parce que parfois, l'argent dort aussi. On a un peu d'argent, on se dit, ça c'est pour mes vieux jours. Et on ne touche pas à ça. On ne touche pas. Mais là, c'est très dangereux. Ça fait du mal à l'économie? Oui, ça fait du mal à l'économie. Quand l'argent est thésaurisé comme ça bloque l'économie. C'est pour ça que dans d'autres pays, quand on remarque que les gens épargnent trop, qu'est-ce qu'on fait? On diminue le taux d'intérêt. Quand vous mettez l'argent à la banque, au lieu d'avoir 5%, on vous dit, mais désormais c'est 2%. 2% seulement, je préfère dépenser. Et vous voyez, tout le monde s'en va prendre son argent. Mais quand en déposant de l'argent à la banque, vous pouvez gagner 10% en plus. Je le dis comme ça bêtement, 10%. Alors tout le monde va mettre son argent à la banque. Je ne sais pas si vous voyez le schéma. On vous dit, vous investissez votre argent à Togo Télécom et vous aurez des dividendes, voilà. Ou bien quand vous mettez ça à la banque, vous n'avez que 0,3% d'intérêt. Mais tout le monde va investir dans Togo Télécom. On préfère prendre le risque, on préfère faire tourner l'argent. Bon, maintenant, et l'on parlait tout à l'heure de fixer les prix. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne solution. Régulation. Oui, dans un pays, est-ce que les prix ne peuvent pas se réguler tout seuls dans une certaine mesure? Mais au moins, quoi. Il y a une certaine inflation qui ne dit pas ça. Donc, quand vous prenez le bidon d'huile qui était à 22 000 il y a 10 jours, c'est à 32 000. Oui, et ça ne dit rien à personne. Oui, peut-être qu'il faut combattre la spéculation. Oui, c'est ce que je dis. Si moi j'ai la possibilité d'aller acheter l'huile, par exemple, à Taïwan, je le dis comme ça, et que je peux le vendre à 20 000. Et vous vous dites, bon, moi je le vends à 32 000, je fixe mon prix à 22 000, à 32 000, les gens viendront acheter chez moi. Le marché a cette intelligence-là de pouvoir fonctionner. Sauf que vous n'avez pas trouvé à 20 000, tout le monde. Non, je caricature. Oui, voilà. Je donne des exemples vraiment extrêmes. Mais ils vont pas. Tout le monde va suivre le rythme. Si c'est à 32 000, celui qui a même acheté, vendé à 22 000 va vous dire 32 000 aussi pour gagner. Non, en général, les gens préfèrent vendre, dire, ça veut dire qu'il y a ça là. Oui, c'est vrai. Parce que quand on commence à fixer les prix et tout, vous connaissez nos pays là, parce que c'est les mêmes importateurs, ils vont s'entendre, Non, moi je préfère plutôt donner une chance à la loi de régulation du marché lui-même. Oui, mais ça ne marche pas, Gérard. Bon. Ça ne marche pas. Il faut que l'État puisse faire des réunions périodiques avec toutes ces personnes. Et combattre la spéculation et la corruption. Et la vérité des prix. La vérité des prix aussi. Parce que les mercuriales sont internationales. Vous avez des prix de façon internationale. Voilà le prix de douane FOB. Le dépotage FOB au niveau du bateau. Vous avez le prix d'achat du sucre au niveau international à telle saison. Vous ajoutez la douane, ça vous fait combien? Vous importez le prix d'import et puis voilà la douane. Aussi la douane, oui. Et on ne vous dit pas, maintenant vous vendez à 10 000. Non, vous dites ok, voilà tout ce que vous faites. L'État dit moi j'ai tous ces prix, je dépose sur la table. Le prix d'achat, le prix de vente chez vous c'est combien?
Vous dites, je vends à 15 000. L'État dit, ok, d'accord, on est d'accord. Vous appliquez le prix. Vous savez comment on fait le suivi de la fixation du prix café-cacao? Café-cacao, oui. Le kilo. Mais on peut faire quelque chose comme ça. Pour les produits de première nécessité, en disant que, bon, ok, le riz, le maïs et tout, l'huile, dans telle saison, c'est à 25 000. Toute personne qui viendrait aller au-delà de ce prix, parce que, vous savez, ce qui crée la pénurie aussi et l'inflation, c'est que nous, on a appris au niveau de la rédaction que oui, il y a des gens qui viennent d'autres pays limitrophes pour venir vider les stocks. Quand il y a pénurie chez eux, ils viennent au Togo, ils mettent des camions et puis ils ramassent tout ce que nous avons et ils partent avec. Et ça crée la pénurie. Ils ramassent quoi, par exemple? Par exemple, si vous voulez, s'ils ont besoin de bidons d'huile, si l'huile est en pénurie chez eux. Moi, je pense que c'est l'aubaine, ça. Moi, je n'ai jamais vu un commerçant qui se plaint qu'on achète trop chez lui. Oui, je ne sais si pas. Il faut protéger le marché. J'amène 1000 bidons. Il faut protéger le marché, Attendez, j'amène 1000 bidons. Oui. Les Maliens viennent vider. Oui. La prochaine fois, j'amène 5000 bidons. Non, il faut protéger le marché. Mais pourquoi? Oui, non, c'est ce que le Nigeria fait. Protégeons le marché. Au même moment, nous nous plaignons que les Chinois nous inondent de leur truc là. Eh bien, inondons aussi d'autres personnes. Un commerçant ne cherche autre chose que d'inonder l'autre, de vendre beaucoup plus. Voilà un pays qui se plaint que je vends trop. On vient trop acheter chez moi. Pas qu'on vend trop. Oui. Mais il faut servir d'abord. Parce que, vous savez, tout pays a une politique commerciale. Vous finissez de vendre pour vos concitoyens. Parce que l'État a quand même pris des mesures. Il faut d'abord nourrir ses enfants. Voilà, l'État a pris des mesures, des facilités, d'abord pour ses concitoyens. Pour protéger ses concitoyens. Maintenant, si les gens viennent rafler tout, et que nous sommes dans le besoin, on fait comment? Attendez, je donne cet exemple. Il y a, je crois, une pharmacienne qui m'a dit que l'insuline à Dakar, par exemple, se vend autour de 1000 francs. L'insuline. Parce que l'État sénégalais a subventionné. Ça, c'est autre chose. Et donc, personne à l'extérieur ne viendrait jamais au Sénégal prendre des cartons d'insuline pour partir. Voilà. Oui, parce que c'est un produit subventionné. Oui, mais qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'au niveau de l'État, il y a des facilités sur tous ces prix-là? L'huile, le maïs, le blé et tout ça qui sont vendus. Si l'État, par exemple, donne des facilités au niveau des taxes, il ne faut pas que quelqu'un vienne derrière pour tout ramasser. Donc, il faut faire un contrôle. Et là, il faut nuancer. Oui. Mais tout ce que nous pouvons vendre aux autres facilement. Il fut une année, on nous parlait toujours de maïs. Si les gens veulent du maïs à l'extérieur, mais faisons une politique pour produire énormément de maïs, comme les Américains le font pour le blé, mais pour inonder le monde entier, comme les Ukrainiens le font, comme d'autres le font. Maintenant, nous, on nous dit, nous avons 200 tracteurs sur le territoire, et donc on ne doit pas vendre le maïs parce que nous-mêmes, on n'a pas encore rassasié. Alors, les gars, c'est pas une bonne politique. Je voudrais lire quelques messages avant de donner la parole. Vous permettez que je dise une dernière chose. Moi, je dis que le grand problème du Togo, c'est que l'économie est entre les mains des étrangers aussi. C'est-à-dire que quand nous produisons de la richesse, l'argent est exporté. Oui. Ce qui fait que vous n'allez pas voir quand même, je ne veux pas citer de nationalité. L'économie dans la main des étrangers qui sont ici. Il ne faut pas dépenser ici. Pourquoi cela n'a pas d'impact réel sur le quotidien de nous, les Togolais? Mais ça a un impact réel. C'est l'appauvrissement de la population. Ah bon, plutôt que de nous enrichir. Un Pakistanais, un Libanais, je ne sais pas, un Ivoirien, je ne sais pas, toutes les nationalités, il vient. Il crée de la richesse ici, il ramasse de l'argent, mais il ne dépense pas. Il s'en va avec. Mais il veut avoir quelque chose chez lui. Il sait que ce n'est pas son pays. Alors que si c'était quelqu'un du pays qui avait ces industries-là, qui produisait, qui avait l'économie en main, il dépenserait l'argent encore ici. Une économie extravertie, moi je ne sais pas si ça peut marcher, et ça n'a jamais marché. Chaque pays lutte pour ce que l'économie se trouve entre les mains de nationaux. Mais nous, on lutte pour que l'économie se trouve entre... En tout cas, ça ne nous inquiète pas du tout que ce soit des autres des gens d'autres nationalités qui maîtrisent notre économie et qui raflent l'argent, qui te la mise. Alors, je vais lire comme ça rapidement. Il y a un auditeur qui nous dit « On a l'impression que les dirigeants togolais vivent dans l'illusion totale. Les statistiques mirobolantes à coup de propagande, les rapports truqués, les promesses non réalisées, les programmes du président Adorwi debout. Bref, rien n'est réel, rien n'est réalisable. Seul le peuple vit la triste, malheureuse réalité où on ne voit même pas la queue du diable pour tirer. Être un grand diplômé est différent d'être un intelligent. Le Togo est mal géré, conclut donc cet auditeur. Et il y a un autre qui nous dit, dans notre pays, il n'y a pas une classe moyenne pour soutenir la classe faible. Le fossé donc est trop grand. On a les plus riches qui vont dans le supermarché
et les pauvres qui n'ont rien et qui vont donc dans nos marchés. Dans ce cas, comment les affaires peuvent-elles marcher? De plus, il y a trop de taxes dans ce petit pays, dit donc cet auditeur. Un autre qui nous dit, voilà, il a envoyé beaucoup de messages. Voilà, je vais commencer par le début. Il dit: Gérard a tout dit, il y a trop de prudence dans le pays parce qu'on ne sait pas comment demain sera. Alors qu'on est en période de fête, en conclusion, les gens n'ont plus d'argent. Pas de suivi des prix ni contrôle. Moi, je vois aussi que le commerce intérieur est aux mains des étrangers. C'est pourquoi, où est l'État dans l'affaire d'huile? Pourquoi, par exemple, l'huile, sardine, lait sont pas chers en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso? Voilà, c'est son interrogation. Un autre auditeur qui nous dit, par exemple, il faut oublier l'histoire de changement climatique ou épidémie pour justifier la perte de pouvoir d'achat chez les Togolais. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. C'est dommage de parler de cette histoire de caution, de location. L'État construit quel logement social pour permettre aux citoyens d'avoir un choix dans la location? Le régime fait tout pour appauvrir les citoyens. La loi de régulation par le marché est dangereuse pour les consommateurs. On ne peut pas laisser les gens importer des produits qui payent des taxes d'entrée et les laisser fixer le prix des produits à leur guise. Comment donc cet auditeur? Et un autre qui dit que Gérard a raison, sauf que dans un pays où les énergies ne sont pas libérées, ces méthodes ne marchent pas. Voilà. Bon, c'est quel assaisissement, je ne sais plus trop. On peut donner la parole aux auditeurs, à moins que Gérard veut placer un mot rapidement. Non, absolument rien. D'accord. En tout cas, c'est... En venant ici, on apprend beaucoup, quoi. Je suis obligé de l'avouer. J'ai appris énormément chez l'homme et chez vous. De recevoir. On va réfléchir. Alors, la parole est à vous maintenant, chers auditeurs, ceux qui souhaitent donc intervenir directement dans le débat. Alors, on a abordé principalement deux sujets. On a parlé du foot et de l'industrie du sport en général. Et puis, on vient de parler également de la question de la vie chère également. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Vous pouvez aussi nous appeler par WhatsApp sur le 93 94 96 64. Vous nous envoyez aussi des messages si vous en avez par WhatsApp ou par SMS. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Je vais très bien. C'est M. Sergio. Monsieur? Sergio. Monsieur Sergio. Oui. Nous vous écoutons. Oui, en fait, sur la question de la vie chère, je pense que le problème que nous avons au Togo, c'est lié un peu à nos rémunérations, qui sont totalement très bas. Et du coup, ça fait que la consommation n'est pas évidente. Avec les salaires de 60 000, de 80 000, c'est un peu difficile à consommer. Donc, c'est ce qui explique ce fait. Voilà un peu mon avis. D'accord. Je salue le plateau. Je salue l'homme et puis Gérard. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Alors, pour nos amis TikTok, on va vous donner le son des auditeurs tout à l'heure. Alors, il y a 92 à 60 81 81. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit moi, je veux le gardien Barcola que garde la cage le match prochain pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon, d'accord. C'est son avis. Un autre auditeur qui nous dit, il parle de l'économie. On a laissé l'économie togolaise, c'est ce qu'il dit, on a laissé l'économie togolaise dans les mains des étrangers, comme l'a dit Gérard. L'exemple des Nigériens qui avaient cotisé et envoyé entre-temps des centaines de millions à leur pays, c'est la face visible de l'iceberg, dit donc cet auditeur. On prend un autre qui est au téléphone. Allô? Allô? 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Notre auditeur qui nous dit
dans les autres pays qui aiment le football, si l'équipe nationale joue, les membres et les différents directeurs et députés et les maires viennent au stade pour suivre le match. Mais ici, c'est le ministre des Sports seul qui vient pour suivre. Bon, voilà. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Oh là là, il est reparti. Très bien. Est-ce qu'on a des problèmes avec la ligne? 92 60 81 81 ou vous nous appelez carrément sur le 93 94 96 64. Message WhatsApp, ça passe également. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur Basile. Monsieur Basile, nous vous écoutons. Il salue le plateau. Oui, nous vous saluons, monsieur Basile, allez-y. D'accord. Pour la vie chère, je veux faire une proposition à votre collègue Laurent Sauvé. Oui. Bon, comme il soutient toujours que les prix ne doivent pas baisser, que les autres pays... Non, monsieur Basile, peut-être que vous avez mal compris. Il n'a pas dit ça. Le gouvernement va hausser le pouvoir d'achat pour que nous puissions faire face à cette flambée exponentielle des prix de première nécessité. Sinon, à part ça, je n'ai pas quelque chose. D'accord, merci beaucoup, monsieur Basile. Et là, vous voulez clarifier votre position? Bon, monsieur Basile, d'habitude, il m'attaque. Et ça fait la 4e ou la 5e fois qu'il dit les choses que je n'ai pas dites. Oui, bon. Mais bon, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je crois quand même que c'est quelqu'un qui est peut-être nerveux. Moi, je ne l'ai jamais vu, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais bon, ainsi va la vie. Moi, je n'ai jamais dit, par exemple, qu'il faut maintenir les prix à la hausse. Peut-être qu'il n'a pas suivi la même émission, qu'il suivait peut-être une autre radio, mais ce n'est pas Taxi FM. D'accord, très bien. 92 à 60 81 81, on peut parler encore à un auditeur. Et puis voilà. Il y a un autre qui nous dit le problème de la vie chère au Togo est causé par nos autorités qui sont avec leurs enfants et épouses des grossistes, détaillants et décideurs. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Qui est l'appareil, s'il vous plaît? Je dis c'est Togboui Azo Joachim de Togoville. Togboui Azo de Togoville. Joachim. D'accord. Nous vous écoutons. Je salue tout le plateau. On vous salue aussi. Bon, je vais partir au niveau du football. Oui. Moi, il y a une question que je me pose. Si je me souviens de Tata Avechi, de Stéphane Keshi, ce sont des gens qui ont eu cette volonté-là de faire avancer le Togo. Et ils ont pu faire qualifier le Togo pour la CAN et le mondial 2006. Mais ces gens-là qui font réussir l'équipe, on les a chassés. Et quelle réussite on veut avoir aujourd'hui? Là, c'est un point d'exclamation. Concernant la vie chère. Oui. Et moi, je ne sais pas si on peut aider. On a des cours dont pas de changement climatique. On ne peut pas faire le drainage ou quoi là. Pour l'agriculture, il faut attendre toujours la pluie qui tombe du ciel. En Libye, Gaddafi a fait assez de choses. Est-ce qu'on ne peut pas copier ce qui se fait bien ailleurs pour faire chez nous aussi? Vraiment, moi j'ai mal. Bonne émission à vous. Merci beaucoup à Togboui Azo. Merci de nous avoir appelés. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent actuellement à Togoville. Voilà, un dernier message. On peut prendre le dernier auditeur? D'accord, très bien. Merci beaucoup d'être très gentil, Francis. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous avez beaucoup de chance. Bonjour, le plateau. Bonjour. C'est monsieur? En fait, c'est monsieur Donald. Monsieur Donald, nous vous écoutons. Et l'autre fois, j'ai voulu continuer de parler d'une chose. C'est-à-dire que je vais parler de la situation dans le nord du pays. Vous allez remarquer que par rapport à la pauvreté, les jeunes nordistes quittent pour venir ici par rapport à la quête d'un emploi. Et le malheur, c'est que quand ces jeunes viennent, même pour se trouver un logis, c'est un problème. Le déplacement est un autre problème. Est-ce que l'État, par rapport aux raisons agricoles, est-ce qu'on ne peut pas créer des trucs au nord pour au moins engager des jeunes par rapport à l'agriculture culturelle là-bas? Oui, il y a un plan d'urgence sécuritaire qui a été donc mis en place par le gouvernement togolais, il me semble. Hein. Ok, d'accord. Oui, il y a un plan. Merci bien. Bonne suite d'émission. Merci à vous également. Et l'homme, c'est pas vrai, le plan PURS? Oui, mais si. Bon, je crois qu'on va vérifier aussi. Sur le terrain, si ce qui est communiqué officiellement sur le terrain, si c'est vrai ce qui se passe. Effectivement. Vous avez des doutes ou quoi?
Non, mais il faut quand même vérifier. Parce que c'est on est en matière. On est journaliste, il faut toujours vérifier. D'accord, très bien. Il y a un auditeur qui nous dit ceci, c'est ce message que je vais lire. Il dit, il parle du foot. Il dit mon pays a de sérieux problèmes dans tous les domaines. Je ne vois pas dans quel domaine nous excellons. Vous allez parler jusqu'à fatiguer. En 2005, quand on était parti à Bamako, gagner le Mali, on a saccagé le restaurant là où les joueurs avaient mangé. On a promis le dédommager. Jusqu'à présent, 0. Et la personne est décédée. Et nous voulons gagner. Si vous voulez, on va donner les noms. Vous allez... Bon, d'accord, très bien. On a compris. Très bien, on a compris. Concernant la vie chère, je pense que le citoyen togolais n'a pas le pouvoir d'achat et il n'y a pas vraiment une circulation d'argent dans le pays, dit cet auditeur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Elo Matisogwe. Merci, Gérard. Vous voulez placer un mot, Gérard, rapidement? Juste un petit mot. Quand on dit que les produits alimentaires coûtent cher, ça se comprend, mais que les mégas de Togo Télécom coûtent cher, ça pose une autre question. Que la CET, par exemple, le kilowattheure soit plus cher, c'est pas. Et l'on va m'expliquer peut-être après aussi. Enfin, on se pose beaucoup de questions en quittant ici. Mais quelqu'un a dit quelque chose. Quand il y a l'abondance, les prix chutent. Oui, toujours. Tout ce qui est rare est cher. Du marché, tout est rare chez nous, alors tout est cher. Alors si le maïs est là partout, mais bon, je pense que ce serait moins cher. Mais quelqu'un a dit, il a parlé du nord du Togo. Mais je crois que l'analyse n'est pas juste parce qu'il suffit de quitter Lomé et vous allez voir qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Même à partir de Tchévier, à part à Déticopé, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Le Togo, c'est pareil, quoi. Donc, il va falloir déconcentrer un peu, décentraliser certaines choses. Bon, il y a quand même des industries à Tchévier maintenant. Non, je parle de... Non, à Tchévier, non. À Déticopé, oui. Mais à Tchévier... Tchévier, il y a des usines là-bas. Il y a eu... des gens... avec le bois, on coupe le bois, on travaille là-bas et tout. Mais c'est pas encore ça, quoi. Et puis à Blita aussi. Bon les gars, c'est pour dire la route est encore longue, c'est à nous tous de travailler pour ce pays. Oui, il va falloir bâtir cette route-là. Merci beaucoup, Gérard Wisson. On se retrouvera lundi prochain. Merci et courage à nous tous pour construire le Togo. Oui, le Togo a besoin de nous, ses fils. Merci beaucoup, le Baptiste. Merci. Et ce que Gérard dit, c'est très important. Il faut commencer à décentraliser les choses parce que là, franchement, c'est des problèmes. Vous avez des gens qui achètent leur voiture à Sifa au Motors qui vont à Daparan et puis après pour faire une petite vidange ils doivent replier 600 km pour venir faire. C'est curieux. Merci beaucoup à Francis Daé qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. Tout à l'heure dans 10 minutes le journal parlait avec Hugues Vignon à Tikpo. Je vous retrouve à 13h avec Maître Florent Avocat pour parler de la spiritualité. À très vite, au revoir.